C'est la semaine spéciale Mauritanie dans l'Africa Newsroom. 3 éditorialistes vont dans quelques instants commenter le rôle de la presse privée dans ce pays. Lucien Pambou, qui est toujours sur ce plateau, Jemal Taleb et Gracien Roukindikiza. Voici le dossier du jour. Quel est l'état de la presse privée en Mauritanie? Quels sont les appuis dont elle bénéficie? Quelles sont les conditions de travail des journalistes? À quels obstacles la presse privée est-elle confrontée au quotidien? Autant de questions auxquelles notre envoyé spécial en Mauritanie, El Hadj Ndiaye, a tenté de répondre. Voici son reportage. En Mauritanie, les événements du 3 août 2005 ayant conduit au renversement du régime de Maouya Ould Taya ont créé un cadre propice à la liberté d'expression. Les travaux de la Commission nationale consultative pour la réforme de la presse et de l'audiovisuel ont permis la révision de la loi restrictive 91-023 du 25 juillet 1991 et l'adoption d'une nouvelle loi qui abolit la censure et consacre la dépénalisation des délits de presse. Une instance de régulation, à savoir la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel APA, a vu le jour. C'est dire que depuis août 2005, un cadre juridique et institutionnel favorable à la liberté d'expression a été créé. Institutionnellement, la presse mauritanienne est très bien fournie et très bien, c'est-à-dire qu'elle est au top sur le plan institutionnel. Les lois sont là, elles sont bonnes, elles sont en avance. Les autorités, le comportement des autorités vis-à-vis de cette presse est plutôt positif. Elle commence à gagner un rôle important dans la création d'une opinion publique ou dans la formation d'une opinion publique et elle a toujours suscité du respect de la part des acteurs politiques. La liberté de la presse existe bel et bien en Mauritanie, mais ces espaces de liberté ne se répercutent pas sur le bien-être de la population, selon les acteurs. Si on sait que le rôle du journaliste est de collecter, traiter et informer la population sur ce qui se passe autour d'elle. À travers donc, une lecture de ce qui se passe, parfois des journalistes critiquent, mais en conséquence, il n'y a pas un impact donc, sur la société et les populations. C'est ça la vraie problématique. Peut-être que donc, on n'a pas eu cette maturité qui nous pousse vraiment donc, à exiger du pouvoir de faire un changement à travers des investigations. Et il faut reconnaître, moi je suis donc journaliste, donc il manque de professionnalisme, donc parfois on critique n'importe qui, donc sur la base de n'importe quoi. Donc. Les premiers journalistes de la presse privée étaient pour la plupart des enseignants arrivés dans la profession sans formation. À cela s'ajoute l'accès limité à l'information, le sous-développement du partenariat local et étranger et le manque de financement. L'État, pour sa part, a créé récemment en 2012 le Fonds de soutien à la presse indépendante pour la mise à niveau du paysage médiatique. Son montant est de 200 millions, soit environ 400 millions de francs CFA. En bénéficient l'audiovisuel privé, les sites électroniques, la presse écrite privée et les regroupements syndicats de presse privée également. Nous pensons que ce fonds doit être amélioré, revu à la hausse pour permettre d'une part de résorber le chômage qui est très présent dans les rangs de la jeunesse et également permettre la qualification, le professionnalisme à travers la formation de la presse privée et des journalistes de Mauritanie. Ce fonds qui constitue un tournant important pour la promotion de la pratique journalistique et la consécration de la liberté d'expression dans ce pays est jugé insuffisant selon les acteurs de la presse. Pour ce qui concerne l'audiovisuel, c'est un domaine récent qui demande beaucoup de professionnalisme, beaucoup de moyens, mais surtout beaucoup d'aide de l'État. Parce que jusqu'à présent, l'audiovisuel ne bénéficie pas d'aide de l'État. Si l'on se réfère au fonds actuel déjà instauré, on ne peut pas considérer que ce fonds pourrait aider la presse audiovisuelle. Le manque de formation, aggravé par l'inexistence de structures locales de formation de journalistes, pose un sérieux problème de non-respect des règles de l'éthique et de la déontologie dans les milieux des professionnels des médias. Mais les acteurs sont tout de même optimistes pour l'avenir du quatrième pouvoir. Quand je vois l'évolution et l'intelligence des journalistes mauritaniens,
je suis très optimiste. Je pense qu'il suffit seulement d'un encadrement, on va dire assez permanent, et avec aussi des systèmes de formation courte, essentiellement pour le volet technique. Parce que les médias, la télévision surtout, connaît ces dernières années une évolution assez rapide, tant au niveau des technologies qu'au niveau du contenu. Il y a une école qui est en fait une école d'administration, de journalisme et de magistrats qui forme en Mauritanie depuis 2 ans les journalistes. Il y a des formations continues que nous organisons nous-mêmes ici, que le ministère organise, que les institutions de l'ONU organisent au profit des journalistes, et nous sommes à nos débuts sur ce plan-là. Aujourd'hui, la Mauritanie compte 5 télévisions privées et 5 radios. Et ceci a mis fin à 50 ans de monopole d'État sur le secteur audiovisuel. Il pourrait, par la même occasion, apporter un nouveau souffle à la dynamique des libertés en Mauritanie. Voilà, certes, une grande opportunité pour la continuelle marche vers la démocratie en Mauritanie, mais les mécanismes entourant cette libéralisation présentent des obstacles qu'il faudra surmonter pour un secteur audiovisuel véritablement libre et responsable. Jemal, quel état des lieux faites-vous de la presse privée en Mauritanie? Alors, pour faire l'état des lieux de la presse privée, il faut retourner un peu en arrière. Pas trop loin, quand même. Pas trop loin, promis. Juste 1991. La presse privée en Mauritanie a connu des pionniers. Et on ne peut pas citer ce qu'elle est, la presse privée, sans parler des pionniers. Évidemment, à Habib Mahfouz, qui est aujourd'hui décédé, qui est le créateur, le fondateur de Mauritanie demain. Mais on ne peut pas parler de lui sans parler d'Omer, sans parler de Mbarouk Beyrouk, sans parler d'Ablaï Sireba, sans parler de tous les autres qui ont été les pionniers dans la presse indépendante. Elle a connu des difficultés évidemment majeures, elle a connu des moments très pénibles, notamment le fameux article 11 qui censurait tous les journaux, tous les jours, aujourd'hui complètement abrogé, et tant mieux. Elle souffre de sérieuses difficultés, elle est encore faible. La formation pose un vrai problème. Le métier de presse n'est pas encore totalement réglementé et je pense que ce sont là des évolutions qui vont être faites. Il y a aujourd'hui un vrai cadre et je pense que la première richesse mauritanienne aujourd'hui, c'est le cadre de la presse privée. Quand vous regardez la puissance, la réactivité des sites électroniques, vous êtes impressionnés. Ah bon? Le sujet dit, il y a 6 chaînes de télévision privées. Il y en a 8 en réalité. Ah. Et il y a 5 stations de radio privées. C'est un capital absolument, de mon point de vue, considérable. Il y a évidemment ce qu'on n'a pas cité beaucoup dans le sujet, malheureusement, c'est la puissance des sites électroniques. Ils ont, je l'ai dit tout à l'heure, une réactivité extraordinaire et ils sont en train de le faire. Le cadre juridique en général qui a été élaboré ces dernières années est plutôt pas mauvais. La haute autorité veille plutôt pas mal. Elle concède des licences de stations et de radio encore de temps en temps. Je ne sais pas quel est le modèle économique qui va être pérenne pour toutes ces stations-là, parce que le marché publicitaire tel qu'il m'a été donné tourne autour de 500 à 1 million de dollars, ce qui est très faible. Et donc, ça ne pourra pas faire vivre beaucoup de stations de radio. Vous me direz que le modèle économique d'une chaîne de télévision, ce n'est pas seulement la publicité. Mais enfin, ça n'est quand même un élément moteur et assez important. Et donc, je pense qu'à l'avenir, ça va se poser. Mais très sincèrement, je demeure convaincu que la richesse de la presse privée mauritanienne est le meilleur garant de la stabilité des institutions et de la pérennité de la démocratie. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jemal? Gratien, vous avez des précisions à apporter? Bon, oui, je suis d'accord, c'est une très bonne chose. Là. C'est pratique. En Afrique, on voit rarement un pays où il y a une sorte de liberté pour la presse comme en Mauritanie. Notamment, il y a la dépénalisation des délits de presse. Dans beaucoup de pays, il y a des journalistes qui se retrouvent en prison par rapport à ce qu'ils ont dit. Il y a notamment le... Ça, c'est une note positive. Oui, c'est une note positive. L'absence de censure même après. On voit bien qu'il y a ce problème de formation parce qu'ils ont ils ont la liberté, ils ne sont pas censurés, mais juste pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, effectivement, donc il n'y a pas de censure, mais ça entraîne peut-être justement certains journalistes à aller trop loin. On l'a soulevé dans le reportage, mais il y a même un journaliste qui a noté un manque de professionnalisme au sein de ses collègues journalistes. Donc ça pose problème. Oui, justement, cette liberté, cette loi qui a changé n'a pas été accompagnée par un certain professionnalisme. Il y a un côté qui est parti un peu plus rapidement et un autre qui, on dit bien, il y a un financement qui va suivre. Mais toujours est-il que, comme il y a cette liberté, est-ce que vraiment cette presse, qu'est-ce qu'elle apporte au niveau, il y a la liberté, la politique,
au niveau du développement communautaire, par exemple, pour les gens qui sont les simples citoyens, qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'éducation de la masse, qu'est-ce que ça apporte, par exemple, au niveau de l'hygiène, au niveau des soins de santé, la vaccination, l'école pour les filles. C'est surtout ce côté-là, l'apport, on a donné à la presse la liberté, il faut aussi que la presse donne quelque chose au peuple, en plus, pour qu'il y ait une plus-value aussi pour le peuple. Il ne faut pas qu'elle soit aussi instrumentalisée par les politiques. Ça arrive parfois quand la liberté d'expression est à son paroxysme. Oui, Marie-Angèle, je ne plongerai pas ma réflexion aussi loin dans les sables ou les eaux mauritaniennes, comme a pu le faire Djemal, ou comme a pu le faire ici, effectivement, Gratien. Donc je reste en surface, mais en faisant deux remarques. D'abord, il faut saluer la vitalité de la presse mauritanienne, premièrement. Avec très peu de moyens, elle arrive à faire beaucoup. Et il faut le dire, ce n'est pas souvent le cas dans la plupart des pays en voie de développement. Troisième point, Gratien soulevait un problème sur lequel je ne suis pas totalement d'accord. Lequel ? Et le point, effectivement, que les journalistes doivent accompagner, effectivement, le développement. Ça doit être un peu comme des journalistes spécialistes du développement. Pourquoi pas ? Mais attention. Pas tous, certains. Pas tous, certains. Mais pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'on a connu ça dans les années 60, 60, 70, 80, où nous avions effectivement des journalistes sous prétexte de faire du développementisme, effectivement, était simplement la voix de leur maître, c'était la voix des pouvoirs publics. Bien. Et cette situation-là a plus ou moins changé. On vient dans les années 90 vers une presse libre. Bien entendu, ces missions sont aussi là, mais il faudrait que ces missions soient beaucoup plus marquées par la liberté de ton. C'est vrai. Je me demande, c'est pour ça que je disais que je ne vais pas aussi loin que Djemal qui plonge sa réflexion dans les eaux mauritaniennes. Et je veux simplement dire la chose suivante. À partir du moment où ces entreprises de presse sont aidées, puisque l'État crée un cadre juridique, crée un cadre de financement, bon, il faut effectivement craindre, globalement, que leur liberté relative ne soit muselée. C'est la première remarque. Je dis bien, il faut craindre. Il faut craindre. Je ne suis pas sûr, je dis c'est une hypothèse d'analyse, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer toujours la difficulté, effectivement, de s'organiser réellement. Je vais être plus précis. L'État organise, finance, met en place un cadre, un contexte juridique. On pourrait s'attendre, effectivement, qu'il y ait des privés, bien entendu, qui le fassent. Alors, je ne sais pas s'ils le font, qui le fassent concrètement et réellement. Et ensuite, troisièmement, je voudrais savoir quel est le degré de liberté dans le fait qu'un certain nombre de délits ont été abandonnés, jusqu'où ils peuvent aller dans la critique radicale du pouvoir en place. Peut-être que vous avez quelques éléments de réponse à fournir à Lucien. Je veux rassurer mon ami Lucien Pambou, je lui ai amené deux journaux ici. Vous savez, la personne la plus vilipendée par la presse mauritanienne, c'est le président mauritanien. Vous serez effaré quand vous lisez les sites électroniques et la presse papier tous les jours. Je fais de la publicité pour le journal d'un ami en plus qui se trouvait être le premier journal. Oui, on a remarqué, effectivement. C'était dans le dossier. C'est un très grand journal. C'est un très grand journal géré par de grands professionnels. Au-delà de ça, vous avez fait allusion tout à l'heure donc à l'instrumentalisation et donc à l'excès de liberté. Il y a un homme politique français qui dit « Je préfère l'excès de caricature à l'excès de censure ». Je suis tout à fait de cet avis-là. Et la presse mauritanienne de ce point de vue-là, et c'est vrai, elle a un vrai excès de caricature. Mais c'est avec l'excès de caricature qu'elle apprend à se libérer. Qu'elle a l'excès de caricature. Il n'était pas forcément question de caricature. Non, la caricature, j'entends en général, c'est-à-dire la liberté de ton. Non, la liberté de ton. Après, justement, le cadre juridique, il va falloir le mettre en place. Le problème, c'est que en Mauritanie, on a vécu de nombreuses années avec cet article 11 qui est une espèce d'épée de Damoclès. C'est de la tête des opposants. Et ce journal-là que je viens de le montrer était censuré au moins une fois sur deux. Au moins une fois sur deux. Et donc, ça vous rappelle un peu une espèce de constitution Grévy. On a tellement peur d'une chose que finalement, on l'abandonne définitivement. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Quand vous lisez, vous savez, la presse française dit toujours, s'agissant du journal Nouakchott Info et de l'agence MAPICI, la presse d'Al-Qaïda. Parce que tout simplement, elle pousse la liberté jusqu'à sortir les communiqués d'Al-Qaïda. C'est la presse mauritanienne qui fait ça. Et évidemment, ça pose un problème. On a vu tout à l'heure donc le président de la APA, qui est un homme absolument remarquable, dire une chose très juste. Il dit,
nous n'avons tellement plus de censure qu'en définitive, tout est permis. Et effectivement, c'est l'un des problèmes de cette presse-là aujourd'hui, et je pense que les sites électroniques, encore une fois, en sont l'élément le plus central. La loi mauritanienne de 1991, croyez-moi, est beaucoup moins restrictive que la loi du 29 juillet 1881 que nous connaissons bien dans ce pays, je vous jure. Et concernant le second point que Lucien a soulevé, le problème du cadre créé par l'État et donc éventuellement l'achat de conscience de certains journalistes, qu'en pensez-vous? Il n'y a aucun pouvoir au monde, ça n'existe pas, qui n'a pas tendance à vouloir regarder ce que fait la presse. Ça n'existe pas. Non, mais là, on ne parle pas de regard. Voilà, non, mais voilà, la question, justement, le regard va jusqu'où? Le problème de la presse mauritanienne, et un de mes amis me le disait la dernière fois, il me dit c'est extraordinaire, on a l'impression qu'il n'y a pas de médias officiels. Et donc c'est toute la difficulté. C'est d'ailleurs que les médias officiels mauritaniens sont complètement supplantés et dépassés par cette avalanche de presse indépendante qui a une espèce de liberté et de tonalité telle qu'il est difficile de la canaliser. C'est-à-dire que quand bien vous le voulez, les partis politiques ont même des chaînes de télévision proches. C'est-à-dire que l'achat de conscience, je ne sais pas s'il existe et probablement qu'il existe, mais il se met dans un flot d'informations quotidiennes. Tout ça, c'est petit. C'est à peine le Congo. C'est un petit pays. Donc l'avalanche d'informations est telle que c'est incontrôlable. Et donc ça devient évidemment, de ce point de vue-là, très très difficile. Je crois honnêtement que c'est une crainte qui est difficile à canaliser. Gracia, vous voulez réagir. Avant Lucien, Gracia, allez-y. Oui, il parle. Le premier point au niveau de la censure, en général, quand on donne une telle liberté à la presse, c'est la presse elle-même qui se censure. On se dit, on arrive à ce niveau. Concernant cette histoire de la manipulation par les pouvoirs, plus on donne de liberté, plus il y a la marge pour la manipulation, parce qu'on peut créer de la presse qu'on va aider souvent, et les journalistes aussi qu'on peut téléguider, d'autant plus qu'il y a cette liberté, donc permet de tout faire. C'est sûrement que le pouvoir aussi essaie de faire quelque chose en tirant pour jouer sur certains journalistes. Je reviens sur le point de Lucien. La presse, en Afrique, on a besoin du développement, le développement social, économique. Il y a beaucoup de gens qui apprennent des décisions de l'État par la presse, surtout à la campagne, même dans les villes. Si on demande à la presse de ne pas s'intéresser au développement. Ils ne savent pas lire, c'est la radio. Non, justement, il y a la radio, il y a la télévision. On parlait de la presse. La presse écrite, mais c'est la radio. Non, mais il y a la presse télévision aussi. Ah oui, mais précisez, parce que... Non, il y a la presse, je parle de la presse. La presse écrite et la presse orale. Il y a les deux, oui. Oui, les deux, ils peuvent regarder la télé. Il y a des programmes de développement. Il y a des endroits, par exemple, où des gens peuvent avoir des moyens de faire l'agriculture très moderne ou qui sont d'une façon une avancée par rapport à d'autres. Il y a la vaccination qui peut se faire d'une région à une autre. Il y a les gens qui vont s'y intéresser, qui vont demander ça. Donc, le développement ne peut s'harmoniser dans nos pays en Afrique qu'avec l'aide de la presse. Parce qu'on a l'impression que là, vous prenez même une presse pédagogique un peu. Oui, il y a ce côté-là. Il y a ce côté qui est indispensable. On est toujours en Afrique. On n'est pas en Europe. On peut lancer des séries que toute la journée. Il faut des programmes aussi pour... Il faut de tout. Lucien, vous vouliez réagir. Je préfère plutôt le mot que vous avez esquissé en dernière analyse. Une presse pédagogique et non pas une presse de développement. Pourquoi je ne veux pas une presse de développement? Parce qu'une presse de développement est une presse qui est prête à s'acoquiner, effectivement, avec les pouvoirs publics, bien entendu. Encore faut-il quelles sont les priorités, effectivement, en tant que instance de développement, ce qu'elle n'est pas, elle n'est que instance d'information. Donc elle ne peut pas le faire. Par contre, qu'elle accompagne effectivement cette presse de manière pédagogique, les décisions gouvernementales, pourquoi pas, ou qu'elle explique, pourquoi pas. Et deuxièmement, je voudrais revenir sur ce que disait Djemal, à savoir que l'impression qu'il a donnée, tout au moins vu de ma chaise ici, c'est qu'il y a un flot d'informations. Mais cher Djemal, il faut faire attention, il faut faire attention que le flot de news, d'informations, ne conduise à du bruit et à un chahut, et que finalement on ne puisse plus savoir globalement où se trouve la réelle information. Et un ultime point, j'ai mal aussi, le problème effectivement de la paye de ces journalistes-là. On dit que les journalistes mauritaniens sont très mal payés et que ça pourrait conduire à un manque d'indépendance. C'est ce que j'ai commencé par ça. C'est pas un manque d'indépendance, c'est un manque de professionnalisme. Vous savez, quand vous mettez un média sur le marché,
il se régule un peu en fonction de la qualité qu'il va produire. Quand vous payez bien les journalistes, en général, ils vous donnent un bon résultat. Et l'un des problèmes de la Mauritanie, c'est que le cadre de formation des journalistes est faible, la paye est faible, et l'organisation du métier du journaliste lui-même est à définir. Et l'association de la presse indépendante mauritanienne, la presse privée mauritanienne, travaille sur ce sujet-là. J'en ai rencontré un de mes amis, Omer, qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est un vrai souci, vous avez absolument raison. Pour répondre justement à Lucien, pour qu'il soit à l'aise, le très partisan du marché que je suis pense qu'en définitive, quand vous mettez le flow, la régulation du marché de l'information par lui-même se fait en général. Il faut un cadre juridique naturellement, mais ça s'appelle la diffamation et autre chose, on rentre dans du pénal. Mais la régulation elle-même, se fait en général en fonction de la qualité. Merci, je pense que ça va Gemal. On met fin à ce débat. On rappelle les principales informations de l'actualité africaine. Cette année, au Tchad, la ville de Bongor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi, accueille la fête de la liberté et de la démocratie. C'est une tradition depuis 23 ans. Et le Maroc, avec sa position géostratégique privilégiée et avec sa vision économique ambitieuse, s'est imposé comme étant un partenaire privilégié des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Une conférence débat était organisée à ce propos jeudi à l'Institut du monde arabe. Restez avec nous, chers téléspectateurs, dans quelques instants, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.